Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la recherche scientifique et les réflexes archaïques. Donc avant de parler de l'état actuel des recherches scientifiques sur les réflexes archaïques, je vais prendre le temps de définir un peu plus ce que c'est qu'une démarche scientifique. Parce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, ça fait partie de nos devoirs professionnels de fonder notre travail sur une démarche scientifique. Donc ça veut dire fonder notre travail sur les données actuelles de la science. Les données actuelles de la science en anatomie, en physiologie, mais aussi les résultats actuels de la recherche sur les différentes méthodes, les différents protocoles par rapport aux différentes pathologies. Donc, en tant que professionnel de santé, ça demande de s'informer régulièrement, de lire régulièrement les comptes rendus de l'HAS, l'Haute Autorité en Santé, qui référence, par exemple, pour la paralysie cérébrale ou pour les troubles du neurodéveloppement ou pour l'endométriose qui rédige régulièrement des comptes rendus sur l'état actuel des recherches et sur les conduites actuelles de bonne conduite. Donc ça veut dire qu'en tant que professionnel de santé, en tant que kinésithérapeute par exemple, nous n'avons pas le droit de proposer des techniques énergétiques, des soins énergétiques ou de la kinésiologie. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises techniques, c'est pas du tout ça. C'est que je prends juste cet exemple-là parce que par exemple la réflexologie plantaire ou la kinésiologie reposent sur des concepts qui ne sont pas basés sur les données actuelles de la connaissance physiologique, anatomique du corps humain. Et en tant que kiné, nous devons baser notre pratique sur ces données actuelles. Donc, il y a un terme pour désigner toute cette pratique basée sur la science, un terme que tout le monde connaît, c'est l'evidence-based practice, la pratique basée sur les preuves. Au début, on disait evidence-based medicine, parce qu'au début, ce principe était appliqué principalement à la médecine, et c'est devenu evidence-based practice pour élargir cette démarche scientifique à toutes les professions de santé. Et souvent, cette evidence-based practice, elle est mal comprise. Parfois, ça crée une division entre des personnes qui veulent tout, je caricature, hein, mais bon, il peut y avoir parfois une division entre des professionnels qui veulent tout baser sur du quantifiable, mesurable, prouvé, validé, et d'autres professionnels qui disent vouloir baser leur pratique plus sur la clinique. Alors que l'evidence-based practice, par définition, ce n'est pas quelque chose de figé. L'evidence-based practice, ça ne veut pas dire la pratique basée sur les preuves, ça ne veut pas dire que tout est prouvé, ça ne veut pas dire que tout est quantifiable et mesurable, que tout est protocolable. Il y a certains protocoles qui existent pour certaines pathologies spécifiques et qui ont fait leurs preuves. Mais ça ne veut pas dire que ce concept-là est applicable à tout le domaine, tous les domaines de la santé. Cette evidence-based practice, c'est surtout pour répondre aux besoins de qualité du soin, de recherche d'évolution permanente de la qualité de nos services et surtout pour que le patient ne perde pas de chance. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend un patient en charge, un patient avec TDAH, trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Si on prend un enfant qui a ces troubles-là et qu'on agit que sur les répercussions tonico-posturales et sensorielles de ce trouble, que sur par exemple l'équilibre, la sensorialité ou les schémas psychomoteurs de l'enfant, on ne tient pas compte des données actuelles de la science et des derniers rapports de l'HAS qui disent que euh, les thérapies comportementales, juste à ce jour, les thérapies comportementales montrent de réels bénéfices pour ces patients. Donc, tenir compte des données actuelles de la science, c'est tenir compte de tout ce qui se fait, qu'est-ce qui a permis de trouver le plus de résultats probants pour une pathologie donnée, pour ne pas
passer à côté de quelque chose qui a déjà fait ses preuves pour cette pathologie et pour ne pas faire de perte de chance aux patients. C'est ça le BP. Ça ne veut pas dire que la thérapie comportementale fait tout, qu'il faut faire que ça fait toujours ses preuves pour tous les enfants. C'est juste que c'est l'un des premiers éléments à conseiller, à proposer pour ces enfants-là. Et ça ne veut pas dire négliger les autres aspects de la prise en charge. C'est juste que pour l'instant, c'est ce qui a permis de trouver le plus de résultats probants pour ces enfants. Et c'est pareil, par exemple, avec la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, c'est en kinésithérapie, nous, on va beaucoup, surtout chez les jeunes enfants, travailler sur les niveaux d'évolution motrice. La méthode Feldenkrais, c'est très très peu connu en France, mais en fait, c'est que des guidages avec les enfants de paralysie cérébrale. On fait quasiment que ça. On travaille à travers les niveaux d'évolution motrice aussi. C'est juste qu'on a des guidages très spécifiques, des techniques manuelles très spécifiques et une pédagogie spécifique à la méthode. Mais si on tient compte des rapports de l'HAS, des données actuelles de la science, eh ben, ça veut dire qu'on sait très bien que ces guidages manuels à travers les niveaux d'évolution motrice ne suffisent pas pour prendre en charge ces enfants, même si on est, comme moi, très spécialisé dans ces techniques-là. Tenir compte des données actuelles de la science, tenir compte qu'à un moment donné, il y a certains appareillages qui ont fait leurs preuves pour prévenir des déformations orthopédiques, que le renforcement musculaire permet à ces enfants d'augmenter le périmètre de marche. Voilà, il y a tenir compte des données actuelles de la science, c'est vraiment donner le plus de chances au patient d'utiliser son maximum de potentiel corporel. Ensuite, l'un des autres bénéfices de cette evidence-based practice, c'est aussi de tenir, c'est contribuer à informer le patient sur tout ce qui se fait actuellement. Ça ne veut pas dire que il y a un protocole tout fait à lui proposer, qu'on va lui proposer ce qui est le plus probant, parce que le patient, il aura toujours son mot. Et d'ailleurs, si vous intéressez vraiment à cette evidence-based practice, je vous propose de lire le livre c'est Adrien Payot, je me suis écrit, voilà, parce que j'ai trouvé, c'est un livre que j'ai lu avant de faire cette vidéo. Et il commence son livre en décrivant que l'evidence-based practice, c'est pas juste lire les comptes rendus des recherches actuelles et les appliquer aux patients. L'evidence-based practice, c'est tenir compte des données actuelles de la science, tenir compte de l'expérience de chaque professionnel et des fonctionnements du patient. Et l'evidence-based practice, c'est faire fonctionner cette triade-là, le professionnel, les données actuelles de la science et les fonctionnements du patient de façon le plus optimale possible pour chaque patient. Donc, c'est pas du tout tout quantifiable, tout mesurable, tout applicable comme si l'humain était une machine. C'est pas du tout ça, le BP. Ensuite, l'evidence-based practice, donc la recherche, c'est se baser sur les recherches actuelles, sur toutes voilà, les différentes techniques qui peuvent exister pour chaque pathologie. Mais on peut distinguer dans ces recherches-là deux manières différentes, deux courants différents. Il y a la recherche quantitative, où on va pouvoir tout objectiver, mesurer, quantifier, et la recherche qualitative. Et il n'y a pas une recherche qui est meilleure qu'une autre. C'est que pour faire évoluer la qualité des soins, il faut les deux, sans jamais mépriser l'une des deux. Et c'est vraiment le fait d'être à la fois sur qualitatif, à la fois sur quantitatif, qui permet de faire évoluer la qualité de nos services. Privilégier le quantitatif en oubliant le qualitatif, c'est ne pas tenir compte de la façon dont va s'approprier, dont le patient va s'approprier nos soins. C'est ne pas tenir compte, par exemple, de la façon dont le patient va apprécier son suivi. Tout ça, c'est du qualitatif. Comment le patient se sent pendant la séance, comment le patient se sent après les séances, comment il se sent pendant les massages ou les différentes techniques, c'est du qualitatif. Comment il se sent dans la relation avec les professionnels de santé, c'est du qualitatif.
comment un patient, par exemple, atteint un cancer avec une prise en charge sur 1, 2 ans, plusieurs années, X années se sent tout au long de son suivi médical, c'est du qualitatif. Quel dosage de médicaments il faut lui donner, pendant quelle durée, en fonction du stade de sa maladie, etc. C'est du quantitatif. Et pour une prise en charge optimum, il faut les deux. Et ça, c'est le BP. Le BP, c'est pas que du quantifiable, du mesurable. Le BP tient compte du qualitatif, le BP tient compte des fonctionnements uniques à chaque professionnel et le BP tient compte des fonctionnements uniques à chaque patient et du coup de la qualité de la relation entre le professionnel et le patient. Donc ça, si vous vous intéressez aussi à cet aspect qualitatif de la pratique basée sur une démarche scientifique. Il y a un collègue kinésithérapeute, Guillaume Thierry, qui a écrit plusieurs articles dans une revue dont j'ai noté le nom, donc Kinéscope, dans la revue, donc c'est la revue Kinéscope au Collège national de la kinésithérapie salariée. Et il a écrit plusieurs articles sur comment tenir compte des données actuelles de la science et des données quantitatives, mesurables, et en même temps de notre façon unique d'entrer en relation avec nos patients, des fonctionnements uniques liés au terrain, aux moyens actuels qu'on a sur le terrain, que ce soit en salarié ou en libéral, et aussi en fonction de la relation unique qu'on a avec le patient. Donc ça fait aussi partie de l'EBP. Donc maintenant, si on revient à la question fondamentale, qui était quelles sont les recherches, quel est l'état actuel de la recherche scientifique concernant les réflexes archaïques. Donc, concernant les réflexes archaïques, il faut distinguer deux domaines de recherche. Là, il y a deux axes de recherche qui concernent directement les réflexes archaïques. Il y a la recherche qui concerne la clinique des réflexes archaïques et il y a la recherche qui concerne les techniques utilisées pour intégrer les réflexes. Et c'est ce deuxième aspect qui est beaucoup plus sujet à des controverses. Parce qu'actuellement, les recherches menées sur les techniques, il y a certains docteurs, il y a certaines personnes qui ont développé des recherches, comme le docteur Mazgutova, mais avec des protocoles de recherche qui ne respectent pas les critères de validité qu'on a en France. Actuellement, il y a une recherche menée en Espagne sur les techniques d'intégration des réflexes archaïques, avec sur une beaucoup plus grande population que ce qui a été mené jusque-là, avec un protocole de recherche aussi qui respecte de meilleurs critères de validité, mais cette recherche ne sera finie qu'en 2026. En ce qui concerne la recherche sur la clinique des réflexes archaïques, là on trouve beaucoup plus d'articles. Par exemple, on retrouve même des études randomisées, plusieurs études randomisées. Si vous intéressez à ça, j'ai écrit un article sur le blog de mon site internet, leprismecorporel.fr, sur la recherche scientifique et les réflexes archaïques. Et je parle là des recherches concernant la clinique des réflexes archaïques. Et il y a notamment les travaux du docteur McPhillips qui concernent beaucoup l'étude du réflexe tonique asymétrique du cou et du lien qu'il existe entre sa persistance à l'âge scolaire et la prédisposition à développer des difficultés scolaires. Donc ça veut dire qu'un enfant qui a un réflexe tonique asymétrique du cou ne va pas forcément développer des troubles scolaires ou de la dyslexie, dyspraxie ou autre, mais que chez les enfants qui ont un réflexe tonique asymétrique du coup non intégré à l'âge scolaire, et ça ce sont des tests beaucoup plus facilement objectivables, a plus de chances, il y a plus chez ces enfants qui ont un réflexe tonique asymétrique du coup non intégré à l'âge scolaire, il y a beaucoup plus d'enfants qui ont des troubles 10 ou des difficultés scolaires que chez les enfants qui ont un réflexe tonique asymétrique du coup non intégré, normalement intégré à l'âge scolaire. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, vous retrouverez les liens sur mon blog. Il y a d'autres études, mais après là par contre, il y en a si j'ai retrouvé plusieurs études sur le lien entre les réflexes archaïques, les tests, l'évaluation des réflexes archaïques non intégrés chez des enfants entre 2 et 7 ans, chez qui normalement la plupart de ces réflexes devraient être intégrés, et
donc il y a une corrélation qui existe entre les évaluations des réflexes archaïques et les évaluations actuelles utilisées en psychomotricité et validées en psychomotricité, avec des résultats qui sont cohérents entre ces deux évaluations. J'ai retrouvé aussi certains articles qui parlent du lien entre les troubles de la marche et l'observation des réflexes archaïques. Mais là encore, donc vous trouverez ces articles sur mon blog. Enfin, ils sont peut-être pas tous mis dans cet article-là, c'est des articles dont je parle plus en formation. Ce sont certaines recherches. À chaque fois, la conclusion est qu'il faudrait mener plus de recherches pour arriver à des tests plus concluants. En fait, voilà, c'est comme toute l'histoire de la médecine et de la kiné. On a encore énormément de choses à découvrir. Mais à chaque fois, avec des résultats cohérents et concluants entre l'évaluation des réflexes archaïques et la symptomatologie. Ensuite, par exemple, si on prend l'exemple aussi de la marche sur les pieds de l'enfant avec TSA. Donc ça, c'est référencé, on retrouve beaucoup de littérature sur une marche sur la pointe des pieds qui est très courante chez les enfants avec TSA. Chez les enfants qui ont des TSA, il y a plus d'enfants qui marchent sur la pointe des pieds que sur les enfants sans TSA. Il y a aussi des enfants sans TSA qui marchent sur les pieds, mais proportionnellement beaucoup plus dans la population d'enfants avec TSA. Et dans une paire professionnelle formée aux réflexes archaïques, nous, on dit qu'il y a certains réflexes archaïques directement liés avec sa marche sur la pointe des pieds. Ça, c'est moins référencé scientifiquement. Et d'ailleurs, j'ai créé une vidéo YouTube que vous pouvez me demander. Alors, cette vidéo-là, vous la demandez via mon site internet sur les 3 réflexes archaïques avec la marche sur la pointe des pieds, chez l'enfant TSA et chez l'enfant sans TSA, hein, chez tous les enfants. Et en tout cas, voilà, il y a plein de sujets spécifiques qui manquent encore d'études et de recherches sur le sujet. Par exemple, j'ai aussi retrouvé un article sur plusieurs recherches menées sur les réflexes archaïques et les TDAH. Alors, dans ce que j'ai retrouvé, c'est que j'ai jamais retrouvé de professionnels ou d'articles qui disaient les réflexes archaïques sont à l'origine de TND. C'est pas du tout ça. Par contre, chez l'enfant TDAH, moins les réflexes archaïques sont intégrés, plus ils sont expressifs, plus c'est corrélé à une gravité de l'expression des TDAH. C'est pas le seul facteur, c'est l'un des facteurs reliés à la gravité de l'expression du TDAH, dans un article que j'ai retrouvé qui regroupait plusieurs études. Après, voilà, c'est toujours l'état actuel, c'est toujours mis avec un point d'interrogation et ça mériterait d'être beaucoup plus approfondi dans les années à venir. En tout cas, voilà oui, pour les techniques kiné aussi, ce que je voulais dire, c'est comment moi, en tout cas, je justifie ma pratique kiné sur ces réflexes archaïques, c'est qu'en fait, moi, je ne fais que des techniques kiné. C'est juste que l'observation, le test et l'observation des réflexes archaïques va m'aider à choisir de façon beaucoup plus spécifique mes outils kinés. Par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, là je vous le cite parce que j'ai déjà cité avant, mais en vrai on travaille une quinzaine, une vingtaine de réflexes archaïques. Enfin voilà, en tout on peut aller jusqu'à 30 réflexes archaïques à tester en consultation et à intégrer. Là si on revient sur le réflexe tonique asymétrique du cou, si on voit à 6 ans ou à 7 ans qu'un enfant avec les 2 bras allongés devant lui, quand il tourne la tête, quand on lui demande de tourner la tête, que ce soit yeux ouverts ou yeux fermés, à chaque fois qu'il tourne la tête d'un côté, il y a un membre supérieur qui fléchit. Ça veut dire que de façon réflexe, non volontaire, le mouvement de rotation de la tête induit toujours une modification du tonus des membres supérieurs. Ça veut dire, si vous mettez cet enfant à 4 pattes, on appuie sur ses 2 mains, qui tourne la tête d'un côté et de l'autre, ça va être la même chose. Dès qu'il tourne la tête à droite, le coude gauche va se fléchir et inversement. Ça veut dire que quand il est en position assise, en train de tenir ce crayon, qu'il doit regarder au tableau d'un côté et de l'autre, à chaque fois, il y a une modification du tonus de ses membres supérieurs de façon réflexe, non volontaire, non contrôlée, non maîtrisée.
Donc ça, ces répercussions de ces réflexes, elles vont être très gênantes sur différentes sphères. Ça, c'est ce qu'on étudie beaucoup en formation. Et le test est très facile, reproductible à, à évaluer. Enfin voilà. Et au niveau kiné, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Ça va juste nous apprendre que l'enfant, il a besoin d'apprendre à dissocier le mouvement de sa tête du tonus de ses membres supérieurs. Il y a des techniques très simples qui vont permettre ça. Et c'est pareil pour tous les réflexes. On le teste, on observe quelle stimulation sensorielle donne quelle réponse motrice, réflexe, non contrôlée, non maîtrisable par l'enfant. Et on apprend simplement à dissocier l'information sensorielle de la réponse motrice par des exercices comme du quatre pattes, dos rond, dos creux. Après, voilà, là, je vous donne des exercices très globaux. En vrai, on fait des choses beaucoup plus précises que ça. Par des techniques de massage, par des contractions isométriques, voilà, par plein de techniques kiné qu'on utilise déjà. C'est juste qu'on va apprendre à les utiliser de façon beaucoup plus spécifique. Et donc, cette démarche, actuellement, elle est plus basée sur une étude clinique. Il y a encore très peu d'études, en tout cas pas assez valides, qui référencent des protocoles à mettre en place ou des techniques, l'efficacité de certaines techniques pour quel réflexe ou quelle pathologie. Donc, voilà pour ma vidéo sur les réflexes archaïques et l'état actuel de la recherche dans ce domaine. N'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec plaisir.